Bonjour, c'est Nathalie Sahuc pour le podcast Comme mes projets, le podcast qui veut vous aider à communiquer sur les projets qui vous tiennent à cœur. Figurez-vous que c'est le 50e podcast. Je vous propose un contenu un petit peu différent. Il y a de cela quelques semaines, j'ai eu l'occasion de témoigner dans une session à l'université auprès d'étudiants en licence sur les différentes étapes de mon parcours professionnel. Pas chaotique, mais atypique, on va dire, puisque effectivement, j'ai eu un certain nombre d'expériences assez différentes avant de travailler à mon compte tout dernièrement. Le professeur de la session m'avait demandé de venir témoigner et de partager cette expérience avec ses étudiants dans le cadre d'une session dédiée à l'orientation. Donc je me suis retrouvée devant une petite cinquantaine d'étudiants que je n'avais jamais rencontrés pour parler de moi. Voilà. Bon, bien sûr, j'allais leur parler de mon parcours, puis après il fallait trouver une forme de conclusion. La forme de conclusion que j'ai trouvée, c'était de leur donner un peu les enseignements, les 10 conseils de la future vieille dame que je suis. Et ce sont 10 conseils qui sont liés directement à la question de l'orientation, du choix du travail, du choix ou de la facilité ou de la possibilité de capter des opportunités de travail différentes. On y va. Alors le premier, soyez curieux. Ouvrez toutes les portes, regardez l'intérieur des maisons et des jardins. Changez d'itinéraire pour renouveler votre curiosité. Essayez de faire cet effort de regarder comme au premier jour et de poser toutes les questions qui vous viennent. Pour capter tout ce qui peut vous intéresser, soyez curieux même sur des choses qui a priori ne vous intéressent pas. Et vous verrez que si vous développez cette capacité à poser des questions, à vouloir comprendre, à vouloir découvrir, à vouloir essayer, donc à être curieux avec tous les sens que vous avez, eh bien vous allez développer une plus grande créativité et d'ouverture d'esprit. Le deuxième conseil que je leur ai donné, c'est de faire. Surtout à leur âge, mais encore à tous nos âges, je crois, on est souvent tétanisé par la peur, on projette des idées et on a du mal à passer à l'action. C'est terrible de passer à l'action parce que on va forcément être mis devant un résultat moyen, en deçà de ce qu'on espérait. Donc on ne fait pas, on reporte, on procrastine, on rêve, on ne part pas à l'action. Alors qu'en fait, c'est en commençant à faire qu'on précise nos rêves, qu'on s'améliore, qu'on rectifie et qu'on a vraiment l'impression de vivre. Dans une recherche de travail en particulier, mais en général dans la vie, faire, c'est vraiment la solution pour avancer et pour vivre à 100%. Le troisième conseil que je leur ai donné, c'était « trouvez-vous des chevaux ». Alors qu'est-ce que ça veut dire « trouvez-vous des chevaux » Pour moi, un cheval, c'est un pro qui apporte, qui emporte, qui dépote. C'est les gens que vous regardez fonctionner dans les environnements professionnels et qui vous inspirent, qui vous disent que vous aimeriez bien sur cet aspect être un peu comme eux. Il faut être très très fin là-dessus et être très en alerte sur les chevaux. Trouvez-les, inspirez-vous, imitez-les, sollicitez-les, demandez-leur des choses, c'est tout à fait possible et ça permet d'aller plus vite et de savoir plus rapidement vers où on veut aller. Alors, le quatrième conseil, je les ai fortement incités à aider la biodiversité. Aider la biodiversité, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut changer d'environnement, changer de fonction, qu'il faut parfois sortir du cadre, accepter de mixer les milieux de travail, oser les contrastes, et on arrive ainsi, avec toute son expérience, on arrive un peu différent, et on forge ce qu'on est à travers la variété de ses expériences. Et je dirais même qu'une mère de famille qui doit retrouver du travail, elle arrive avec une expérience très riche d'organisation, de gestion, de management à travers l'éducation des enfants. Voilà, la biodiversité, c'est au-delà naturellement du seul environnement de travail, c'est très clairement assumer que tout ce que vous vivez, tout ce que vous expérimentez, tout ce que vous mélangez comme expérience permettra de vous rendre unique et votre valeur sera beaucoup plus forte. Un jour, je disais dans un atelier de management que le mélange des hommes et des femmes dans les équipes était un bon moyen d'assurer une dynamique de groupe et l'intervenant m'a dit non, en fait c'est pas homme-femme, c'est la mixité en général, c'est la différence. Et effectivement c'est ça, donc aider la biodiversité en venant de différents environnements et en osant changer de contexte de travail, c'est je pense faire du bien à la société. Le cinquième conseil que je leur ai donné, il était particulièrement dédié à eux parce qu'ils sont jeunes et que c'est quelque chose dont on n'a pas forcément conscience à leur âge, c'est de recevoir le regard des autres, accepter le regard des autres.
et considérer que notre propre perception n'est pas forcément celle que les autres ont de nous. Dans une dynamique de recrutement, de recherche d'emploi, c'est hyper important. Dans la relation qu'on peut avoir aux autres, c'est aussi hyper important. On n'a pas la vérité sur soi. Et on n'a pas la vérité à soi seul. Donc, accepter que le regard de l'autre soit différent de ce que vous pensez, c'est un très bon moyen d'être en coproduction. Et je pense que c'est un effort qu'on doit faire toute sa vie. Pour le conseil numéro 6, alors là j'ai beaucoup insisté, je crois vraiment, ça c'est une lecture américaine qui m'a incité à ça, c'est de cultiver vos points forts. C'est vrai qu'on passe notre vie, et on passe notre vie scolaire en particulier, à améliorer nos points faibles. Les gens sont très contents sur les points forts et on insiste en disant qu'il faut vraiment vous améliorer, vous avez que 11 dans cette matière, il faut vraiment faire un effort, partout ailleurs vous avez 16, c'est pas possible. Alors que la vie c'est pas ça. La vie c'est au contraire de connaître ses points forts et de miser dessus. Ça ne veut pas dire qu'il faut, à l'inverse, ne pas s'intéresser aux points faibles, mais je pense qu'en écoutant réellement quels sont ses points forts, on gagne du temps, notamment en matière d'orientation, en matière de choix de carrière, de choix de poste, de choix de type d'activité. Il faut absolument que vos points forts soient mis en avant. S'agissant des points faibles, je dirais que c'est bien aussi d'être en capacité de les connaître pour savoir les gérer. Mais c'est pas sur vos points faibles que vous allez réussir ou non votre vie. Conseil numéro 7. Fiez-vous aux autres. Alors ça, c'est ma philosophie de vie. Je pense qu'on est tous bâtis pour se méfier de ce qu'on ne connaît pas. On est méfiant, on est prudent, et donc on est fermé à ce qu'on ne connaît pas. À partir du moment où on casse cette dynamique et qu'on rentre dans une logique de faire confiance, d'être gentil, d'être ouvert, de donner, il se passe des choses très différentes dans notre vie. Et en fait, j'avais fait référence à un site qui s'appelle Merci Alfred, qui avait démontré dans un petit texte vraiment très sympa qu'effectivement ça s'expliquait scientifiquement. Et que en fait l'environnement était soit antisocial avec la logique de compétition qui entraînait la défiance, et donc on rentrait dans un cycle un peu éternel autour de la défiance les uns envers les autres, ou bien on développait l'esprit de coopération et on amenait la confiance. On rentrait dans un cycle vertueux qui amenait à la co-construction. Moi j'ai choisi de me fier aux autres. Alors je me suis plantée déjà, mais ça ne me touche pas tant que ça, parce que la plupart du temps, j'ai raison de me fier aux autres. Je me souviens beaucoup plus de toutes les fois où j'ai eu bien raison de me fier aux autres parce que je leur suis reconnaissante, et les quelques fois où ça n'a pas fonctionné. En tout cas, j'ai gardé mon énergie de méfiance à autre chose, et je me serais privée de beaucoup de choses en n'étant pas ouverte et sans me fier aux autres. Le 8e conseil était un peu subtil. J'ai beaucoup insisté là-dessus aussi parce que je trouve qu'en matière de recrutement, c'est particulièrement important. On est élevé dans des sociétés où on souhaite être modeste, discret, et on aspire à être reconnu comme ayant beaucoup de valeur sans que nous ayons à le montrer. Donc on est dans une espèce de système faux cul permanent où il ne faut pas dire le bien qu'on pense de soi parce que ça serait mal vu, orgueilleux, mal déplacé. Mais à l'inverse, on crève de la reconnaissance que l'on attend de tout le monde autour de soi dans toutes les circonstances. Mon 8e conseil, c'était de renoncer à la modestie et de lui préférer l'humilité. C'est un peu subtil, mais je trouve que derrière la notion de modestie, il y a une espèce d'autoflagellation malsaine. L'humilité étant simplement de reconnaître et d'être face à la réalité avec simplicité. En clair, il faut apprendre à dire merci lorsqu'on vous fait un compliment sans dire que vous ne le méritez pas, sans non plus en rajouter. Il faut considérer que on peut avoir parfois de la chance, mais on peut aussi arriver à faire un certain nombre de choses du fait de nos talents ou de nos compétences ou du travail que l'on a mené. Et c'est ainsi, et il faut faire cet effort de ne pas affaiblir le mérite ou de ne pas le surjouer. Et je pense que cette approche qui n'est pas très forte dans notre société, ça ne nous aide pas forcément quand on est face à un recruteur, où du coup on a du mal à tout d'un coup se vendre, se vanter, ou dire simplement les qualités qu'on a. Donc il faut dépasser cette modestie, et en fait, je disais à la fin, finalement, la modestie épanouie, je ne suis pas sûre que ça existe.
voyez, derrière la notion d'humilité, on sent qu'il y a une forme de sérénité, d'aboutissement, mais la modestie épanouie, j'y crois pas. Donc je trouve que cette subtilité est beaucoup plus importante que ça n'en a l'air comme ça au départ. 9e conseil. Alors le 9e conseil, c'était vraiment le rôle de la mère qui reprenait le dessus devant tous ces jeunes. Je leur ai dit de prendre soin d'eux. Mais quand je leur dis de prendre soin d'eux, c'est pas uniquement en matière de santé, mais c'est aussi en matière morale. L'estime de soi, c'est quelque chose qui est fragile, et là aussi, on n'est pas toujours bien armé pour avancer dans la vie, et qu'on a souvent une estime de soi un peu difficile. Et donc, c'est quand même un point qui, à mon sens, est vraiment important pour être bien dans ses baskets et trouver bien sa place. La fameuse Clotilde Dussoulier, que j'aime toujours autant écouter, indique en matière d'amour de soi ou d'estime de soi qu'il y a 3 dynamiques. Je vous les livre telles que je les ai comprises. Il y avait la question de la bienveillance, donc de se parler comme si on était sa meilleure amie. Il y a aussi la notion de sincérité, et donc c'est l'effort d'humilité et l'effort de sobriété pour se voir tel que l'on est et juger de ce que l'on a fait tel que l'on est. On n'est pas toujours parfait, il faut le reconnaître, on n'est pas toujours non plus à ce point catastrophique, il faut savoir aussi dire quand on est bon. Et puis il y a la notion de respect de soi-même. C'est tenir parole, c'est ne se donner que des paroles qu'on essaiera sincèrement de tenir et ne pas se faire des promesses pour démontrer qu'on n'y arrivera pas. Donc il y avait cet effort de qualité de relation qu'on entretient avec soi-même. Et c'est tout ça qu'il y a derrière la notion de prendre soin de soi. Bien sûr, on doit faire du sport, bien sûr on doit écouter son corps. Je sais encore pas tout à fait le faire moi. Mais en clair, je leur ai dit, vous commencez votre vie professionnelle, n'attendez pas d'être abîmé pour vous poser la question sur l'intérêt que vous avez à prendre soin de vous, à vous respecter et à vous écouter. Et puis le dernier conseil de la future vieille dame auquel ils ont eu droit, c'était le conseil suivant, trompez-vous. Tous ceux qui écoutent des discours entrepreneuriaux connaissent l'histoire, c'est que derrière chaque réussite, il y a beaucoup d'échecs. L'échec, c'est simplement une réussite qui a été interrompue à un moment. C'est-à-dire qu'il faut se tromper plusieurs fois pour apprendre, et d'une succession d'erreurs, on va aboutir à quelque chose. Donc, il faut savoir se tromper, ça fait partie du processus. Et la raison pour laquelle c'est compliqué de se tromper, c'est parce qu'on a peur. Et donc, ce que je leur ai dit, c'est que la peur, c'est un signal qui est intéressant. Parce que quand vous avez peur, il y a quelque chose qui compte pour vous qui est en train de se passer. Voilà, c'était donc les 10 conseils que je leur ai donnés. Je leur avais dit que j'avais du mal à transmettre ces conseils à mes enfants parce que j'étais leur mère et que par définition, ils auraient du mal à m'écouter. Je ne sais pas si mes enfants écouteront ce podcast. En tout cas, je les embrasse. Je vous invite bien sûr à vous abonner sur la plateforme d'écoute de votre choix, bien sûr. Sur iTunes, important de vous abonner, important de mettre un certain nombre d'étoiles. Donc je compte sur vous. On reprendra une série un peu plus sérieuse et plus orientée sur la communication dès le prochain podcast. C'est promis. Allez, à bientôt. Merci à vous.